pays comme l'Argentine, comme les pays d'Amérique latine, et on se rend compte, premièrement, qu'il y a des dettes illégitimes. Deuxièmement, qu'il y a des dettes odieuses. Troisièmement, qu'il y a des emprunts toxiques. Et quatrièmement, quand on dénonce tout ça, ça marche. Et qu'il suffit finalement de regarder les choses en face, de dire les choses comme elles sont, et de dire que quand on prête de l'argent pour dégager une rente, ça n'est pas un financement sain de l'économie publique. Donc, nous sommes en légitime défense. Quand les prêts qui sont consentis pour les partenariats publics-privés sont de l'ordre de 8%, alors que la rémunération des prêts pour l'État maximum c'est 4,5%, vous avez une dette qui est illégitime. Et quand je dis vous et nous, ça veut dire que c'est notre poche. Ok ? C'est nous qui sommes des contribuables, et on est obligé de se serrer la ceinture en tant que contribuable, et en plus, en tant qu'usager des services publics, on passe également à la casserole. Ce qui est absolument inacceptable. Je ne dis pas ça pour vous exciter, mais c'est un constat tout à fait objectif. Voilà. Alors, je n'irai pas plus loin. On a dit que on vous a expliqué beaucoup de choses sur l'hôpital sud-francilien. Moi, je rajouterai quelque chose. C'est que on est confronté maintenant à la mise en faillite de structures publiques. La mise en faillite de structures publiques, ça n'existe pas. On ne peut pas mettre l'État ni en déficit, ni en faillite. Ni la Sécu. Okay ? Le trou de la Sécu, c'est quoi ? Je vous donnerai une autre image. C'est simplement le supplice de la baignoire. On nous fait sortir la tête de l'eau, on nous dit bon, il faut dépenser de l'argent pour la Sécu, et puis après on nous met la tête sous l'eau en disant il y a un déficit. Mais c'est un déficit comptable, c'est un déficit qui est organisé sur le plan de la visibilité et de la manipulation de l'opinion publique. Alors, Kodok, hors sujet ? Non, tu dis que on parle du partenariat public-privé. Oui, monsieur, mais attendez, moi je vous mets le partenariat public-privé en perspective, dans une logique de synthèse. Et donc, la conclusion, c'est que nous avons, au niveau du comité de l'audit citoyen, nous avons une dynamique qui est importante, puisque c'est une façon d'attraper les problèmes des politiques publiques et des financements publics, et de la légitimité de l'action de l'État et de l'action des citoyens. Et nous nous rendons compte que nous avons une dynamique qui est puissante. On a créé en peu de temps plus de 110 comités. Or, il y a quelque chose qui remonte très fortement du terrain, c'est que chaque fois que les uns et les autres nous faisons des conférences sur le terrain, la question de la santé et des hôpitaux remonte nettement. Donc moi je m'en suis rendu compte parce que je fais aussi des conférences sur le terrain et parce que j'animais la question de la santé au sein d'Attac. Alors, on m'a demandé de développer au sein de la coordination du collectif pour l'audit citoyen un travail, un chantier sur la dette en matière de santé et la dette en matière des hôpitaux. Parce que c'est une urgence et parce que nous avons besoin de régler un certain nombre de comptes par rapport à ça. Je vous ai parlé d'hôpitaux qui sont en faillite. Il y a ici quelqu'un qui représente l'hôpital de Briançon. Son hôpital va être mis en faillite. C'est absolument inadmissible. Je vous ai parlé de dettes illégitimes, de dettes odieuses, d'emprunts toxiques. Ce que nous sommes en train de faire, ce qu'on nous demande de faire, c'est de forger des outils pour permettre, sur le terrain, aux citoyens, de mettre en place un dispositif de contrôle citoyen et de mettre en place un rapport de force bénéfique pour les politiques publiques.
Voilà, j'ai été obligatoirement schématique, mais je suis à votre disposition pour que nous puissions discuter de tout cela, et je réponds effectivement à vos objections, bien volontiers, ou à des questions. Donc, je pense que l'on peut lancer le débat. On a quasiment 1 heure. En fait, moi, je voudrais me faire le porte-parole du collectif nantais qui est excusé aujourd'hui et qui demandait qu'au niveau de la coordination, donc ça va tout à fait dans le sens, qu'au niveau de la coordination, on prenne justement en compte ces problèmes de dette. Et nous donnons l'exemple du CHU de Nantes, où 50% de la dette sont des emprunts toxiques. Donc, eux, ils souhaitent qu'effectivement, au niveau de la coordination, on ait une réflexion et qu'on fasse un état des lieux et qu'à partir de là, on puisse avoir une réflexion importante parce qu'ils nous voient bien, ils voient bien la coordination comme fédérateur de cette problématique. Ça a été justement une des contraintes que l'on a rencontrées, je le dis d'ailleurs dans mon intervention, quand on a voulu mobiliser et faire connaître ce que c'était que ce partenariat public-privé, parce qu'il a fallu faire des tracts dessus quand même et l'expliquer. Voilà. Alors c'est facile, on connaît les organisations syndicales, les contractuels, les conditions de travail, les RTT, tout ça c'est pas compliqué. Les usagers aussi, quand on ferme des services, c'est pas compliqué de mobiliser. Bon. Par contre, expliquer ce que c'est qu'un BEH ou un PPP, on était obligé de le faire. On ne pouvait pas faire un tract de compte rendu du comité technique d'établissement du conseil de surveillance, on n'expliquait pas aux salariés ça. On a eu un rôle d'éducation. Alors, évidemment que pour les militants, j'imagine, notre génération, c'est quelque chose que l'on peut décortiquer, qui est facile à décortiquer. Sauf qu'on était obligé d'expliquer tout ça. Et donc, on n'a pas eu d'autre solution que d'avoir un rôle, je dirais, d'éducation, d'expliquer dans les tracts ce que c'était, en quoi on était en désaccord. C'est le mot à décortiquer tout ça et leur dire oui et volontairement on a pris aussi cet argumentaire en disant ils nous l'ont vendu voilà, plus fonctionnel, moins coûteux, plus rapide, et nous on va démontrer que c'est le contraire et on va évaluer, on va voir si c'est moins cher, hein. Qu'est-ce qu'on fait des fonds publics, où est l'intérêt général, et ça nous permettait en même temps de dire nous ce qu'on voulait. Où est l'hôpital de proximité? Pourquoi l'hôpital de proximité sur cette grande couronne? Donc c'est les 3 hôpitaux qui jouaient ce rôle-là, et ça a été dit là, par le collègue tout à l'heure, hein, très justement. Voilà, nous on défend l'hôpital de proximité parce qu'il a un rôle social, cet hôpital. Il est en grande couronne, il soigne une population précaire, parce que bon, nous on a en grande couronne, on a les quartiers des Tarterets à Corbeil, on a la Grande Borne à Grigny, on a les quartiers des Pyramides à Évry, on a quand même une population qui est en grande précarité, et il a un rôle social cet hôpital, et donc il y a toute la problématique d'accès aux soins pour tous, sur tous les territoires, d'accessibilité et du rôle que peut jouer l'hôpital. Et nous, on ne le conçoit pas de la même façon qu'il est conçu aujourd'hui, c'est-à-dire avec une logique comptable. Donc ça nous permettait en même temps qu'on disait, nous, on évalue vos politiques, et on montre qu'on est dans une intensification du travail, une pression importante. On est dans des locaux qui sont très chronophages en personnel, très cloisonnés, avec... c'est énorme, hein, on a quand même 1000 lits avec des gros plateaux techniques, on n'a pas parlé notamment de tout, des restructurations des services médicaux techniques. Aujourd'hui, on le voit avec les laboratoires, hein, tous les secteurs techniques qui aujourd'hui sont quand même importants. Et aussi, on voit dans certains hôpitaux les secteurs administratifs aussi qui sont délocalisés, qui sont sous-traités. Donc voilà, pour se resserrer sur le soin. En Angleterre, la banque n'est pas non plus indépendante. Et pourtant, il y a dette. C'est donc beaucoup plus globalement un système de capitalisme en tant que tel que de générer de la dette par le déficit de l'État organisé lui aussi, pour faire en sorte que il y ait, alors dans les débats sur la dette illégitime, il y a à distinguer, sûrement, je crois que c'est très très illégitime, mais il y a à distinguer l'éligitimité d'une part du bailleur et l'éligitimité du demandeur. Parce qu'il y a des bailleurs qui sont totalement illégitimes. Quand ce sont des banques qui elles-mêmes sont fournies à 1% et qui te le revendent à 8%, c'est une légitimité totale, quel que soit l'emprunt pour le suivre que tu as. Bon, je crois qu'on a des positions communes. Je voulais poursuivre, parce que je pense que pour asseoir une position,
la défendre et la faire soutenir. Il faut effectivement revenir, je ne vais pas revenir en 73, mais c'est vrai qu'au moment où on s'est mis en place la T2A, les hôpitaux publics étaient dans une situation déficitaire. Déjà, premier acte. Deuxième acte, la T2A ne permet pas aujourd'hui aux hôpitaux publics de financer, d'autofinancer leur investissement. Donc les PPP se sont appuyés là-dessus, bien évidemment que c'est voulu, c'est évident. Et c'est le levier aujourd'hui, l'investissement, le renouvellement du patrimoine, l'outil matériel pour les soins publics est devenu le levier principal de privatisation de l'hôpital public. Un des autres leviers, je pense, en dehors de l'investissement et de la T2A et de tout ce qui a été mis en place comme projet et comme plan, c'est aussi le problème de la démographie médicale. Regardez la chirurgie. 80% actuellement de la chirurgie se fait dans le privé quasiment. Hein. Et on a des difficultés énormes à recruter des chirurgiens dans le public. Ça pose aussi la question du statut des personnels d'ailleurs. Hein. Ça pose plein de questions parce que si les chirurgiens vont aussi dans le privé, c'est les conditions de travail, c'est les rémunérations, c'est les dépassements d'honoraires, etc. Donc tout ça est lié et on est vraiment face à quelque chose qui est extrêmement complexe et tentaculaire, dit quelque part, c'est dit, mais je pense que c'est effectivement quelque chose de cet ordre-là. Donc on a une vraie question aussi qui est aujourd'hui de se dire comment on fait. Est-ce que on a toujours fonctionné avec un système en France qui associe privé et public? En tout cas, les cliniques privées, elles n'ont jamais été remises en question et elles existent depuis très longtemps. Donc, moi j'ai un peu tendance à penser que la santé c'est comme l'éducation, c'est une position. Donc si la santé c'est comme l'éducation, c'est prépondérance au public. Mais... Les centres de santé mutualistes. Alors on n'est pas dans le public, puisque ces lieux ne bénéficient d'aucune subvention publique de l'État, alors que 80% de la population de Port-Saint-Louis-du-Rhône est soignée dans ce que... Bon, soit 54% de la population de Port-de-Bouc, 80% de la population de Miramas peut être accueillie dans des centres où il y a des médecins généralistes, des médecins spécialistes qui ne pratiquent aucun dépassement d'honoraires, où la prise en charge du tiers payant est faite, qui sont des lieux d'accueil à des soins de qualité pour toute la population, bon, quels que soient ses moyens. Des lieux de proximité, de mixité sociale, où les médecins, jusqu'à présent, étaient payés à la fonction et non à l'activité, à l'acte. Bon. Même dans les hôpitaux locaux, on vend. Donc ça, c'est vrai que c'était très compréhensible par les agents. Et on a utilisé aussi cet argument, c'est fortement juste, avec... voilà. Moi, je voudrais revenir sur, là, puisqu'on est, c'est quand même le sujet, c'est les PPP. Françoise a dit avec justesse que là, on avait vraiment, il y avait un coup d'accélération. Hein, et c'est pas fini. Parce que là, vous avez vu, il y a un mois, c'est pas sur la santé, mais il y a le Conseil général de 93 qui vient de voter, voilà, hein, avec Claude Barthelot, qui vient de voter donc un PPP pour construire 5 collèges et en rénover 7. C'est pas rien d'ailleurs. Hein. Et tout le monde n'a pas voté. Il y avait des interventions, notamment d'organisations syndicales et de politiques de gauche, enfin bon, Barthelot, donc vous voyez que ça continue. On continue sur cette logique-là sur d'autres secteurs. Et les collectivités territoriales, elles connaissent bien ça. Donc, moi, je voudrais répondre aussi, c'est Margot qui m'a interpellé là-dessus, sur pourquoi le conseil de surveillance. Alors, évidemment, avec la loi HPST, les instances du personnel ont perdu de leur pouvoir, le conseil de surveillance aussi, puisqu'il ne vote plus le budget, il est là que pour le contrôler. Enfin, nous, on l'a contrôlé quand même, hein, puisque c'était une façon aussi de dire aux élus, vous devez contrôler ce budget, et bien regardez, on est à déficit sur ce PPP, c'est un gouffre financier. On doit voter non pas pour le renégocier, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se fait, ils sont dans une renégociation, et notamment sur la partie exploitation et maintenance. Nous, on n'est pas pour la renégociation du PPP, on est pour sortir de ce partenariat public-privé. On ne peut pas parler de neutralité de l'État, il faut être très vigilant par rapport à la nature de l'État et à son mode de fonctionnement, ça c'est quelque chose qui est très important. Il y a quelques années, l'État était responsable du service public et fonctionnait avec un service public. Et puis, on a coupé petit à petit les moyens d'intervention de l'État. Alors, on a eu un discours qui était très intéressant,
À Sciences Po, on disait par exemple qu'il faut un État stratège, garant de l'intérêt général. C'est-à-dire là, on n'était plus que dans le poste de pilotage. Alors, comment peut-on définir l'État actuellement? On est clairement dans un État stratège, garant de l'intérêt privé. Très clair. Que, au fil des années, il y a eu des rapports de pouvoir corporatistes et professionnels à l'intérieur des hôpitaux, et notamment les directeurs d'hôpitaux se sont donné des moyens de gouverner sans contre-pouvoir. Ok? C'est du corporatisme, c'est tout ce que vous voulez. Je suis moi-même directeur d'hôpital de métier, j'ai bossé dans des endroits difficiles, en psychiatrie, en CHU, etc. Donc je sais comment on peut délibérer, comment on peut faire participer les gens pour avoir des projets qui soient participatifs et d'intérêt général, ou le contraire. Alors ce que je veux dire, ce que j'ai évoqué tout à l'heure en matière de contrôle citoyen, rien ne nous empêche de la ramener. Rien ne nous empêche de donner notre point de vue, même si les textes ne nous y autorisent pas. On est le souverain. Donc, il faut qu'on fasse notre boulot, qu'on donne notre point de vue et qu'on le publie, point. Et qu'on crée un rapport de force. Voilà. Alors, peut-être juste un dernier point.